Colonna. À contre-courant en compagnie de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Et nous allons parler cyberattaque, comme je le disais il y a un instant. Oui. Notre invité ce matin est chercheur, il est consultant sur les questions de cyberdéfense et de transformation numérique. Il est également enseignant à l'école de guerre économique à Paris, contributeur au journal académique de l'Institute for National Security Studies, et ça, c'est à Tel Aviv. Et puis, chose étonnante, il est également romancier. On va donner l'un de ses romans tout à l'heure, mais d'abord ce livre-là, Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle, un livre absolument à lire aux éditions Ballant. Il est sorti en 2020 et il a reçu un prix, le prix de l'European Cyber Award. Et enfin donc ce roman, Babel Minute Zéro, j'adore le titre, Babel Minute Zéro, un roman donc aux éditions de Noël qui a d'ailleurs inspiré la politique israélienne. On parle de cette guerre 2.0, Michel, que l'on voit se développer devant nous depuis Absolument. 7 octobre. Hein. Bonjour Guy-Philippe Goldstein. Bonjour, ravi d'être là. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors comme le disait Léa, on va parler de cette dimension importante de la guerre, depuis maintenant une bonne trentaine d'années, je pense. C'est-à-dire cette cyber-guerre. Il y a une unité très importante, par exemple, en Israël. Mais peut-être pour commencer, pour que ce soit évocateur pour nos auditeurs, Guy-Philippe Goldstein, le compte Telegram apparemment du président israélien Herzog avait été piraté, une cyberattaque iranienne qui visait les Israéliens en recherche d'emploi, enfin une cyberattaque contre contre l'hôpital Ziv de Tzfat. Et en représailles, dit-on, les Israéliens auraient attaqué l'Iran avec 70% des stations essence du pays hors service avec une cyberattaque israélienne. Ce sont des informations que vous pouvez confirmer ? Moi, à titre personnel, je ne fais que répéter ce que disent d'autres experts, mais la dernière attaque que vous avez évoquée, Michel, est extrêmement intéressante. Elle vient d'un groupe mystérieux qui, en persan, s'appelle Godonchke Darande. Alors, je vous le dis en français, c'est les moineaux prédateurs. Et c'est pas la première fois qu'on les voit agir contre l'Iran. Parce que effectivement, il y a eu cette attaque à partir du 18 décembre et qui a peut-être duré jusqu'au 22 décembre, on pourra en reparler, qui a fait qu'il y a 60 à 70% des stations essence qui tout d'un coup n'étaient plus utilisables en Iran. Et il faut le dire, les actifs énergétiques d'un pays, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers, eh bien ça c'est un élément critique de la vie d'un pays. Si vous n'avez plus accès à l'essence, si vous n'avez plus accès à l'énergie, eh bien, votre pays peut s'effondrer. Et c'est une première attaque, mais en réalité, elle est un écho à une autre attaque qui avait eu lieu un peu plus de 2 ans plus tôt, en octobre 2021, où là, c'est plus de 4300 stations essence, donc quasi la totalité des stations essence, qui avaient été frappées par ces mêmes moineaux prédateurs. Parce que en Iran, il faut utiliser une carte à puce pour avoir accès à un prix négocié du pétrole. Sinon, vous payez plein pot, c'est le cas de le dire, et sinon, vous pouvez payer à moitié prix. Bon. Et ben là, tout d'un coup, ça ne marchait plus, et on a eu le même problème. Et c'est pas l'unique attaque qu'il y a eu lieu de la part de ces fameux Kojonchke Darande, j'espère que je le prononce correctement en persan, parce que en réalité, il y a eu une attaque encore plus étourdissante dans dans sa précision et dans sa capacité à potentiellement envoyer des messages très durs à l'Iran. Et c'est celle qui a eu lieu en fait en juin 2022. Donc c'était en gros 6-7 mois après l'attaque contre les stations essence, où là, c'est 3 aciéries qui appartiennent au monopole national de l'Iran. Et l'Iran est un grand producteur d'acier, c'est l'un des 10 plus grands producteurs mondiaux d'acier. Et puis l'acier, c'est utilisé à plein de choses, y compris militaires, y compris aussi à certaines activités stratégiques. Eh bien, 3 de ces aciéries, on avait vu certains des hauts fourneaux exploser de l'intérieur. Donc là, un dégât physique très dur à aller réparer. Avec en plus de cela, les caméras de vidéosurveillance dont on avait pris le contrôle à distance. Donc là, il y a un bel exploit technologique. Et en plus, un message des fameux moineaux prédateurs qui disait, regardez, on a fait ça, et on l'a fait alors qu'il n'y avait pas de techniciens civils lorsque ces explosions ont eu lieu. Bon. Oui, Pour le dire, alors, je sais pas s'il y a une question autour de ça, mais pour le dire et pour répondre un petit peu à Michel sur la question de l'origine, qui sont ces monoprédateurs, eh bien, beaucoup d'observateurs ont noté que ça c'est étonnant
parce que voilà une attaque, qui semble pas avoir de motif crapuleux, donc c'est pas vraiment pour gagner de l'argent, en tout cas c'est pas clair. Par contre, ils font très attention ces hackers, parce qu'ils font attention à ce qu'il n'y ait pas de vie civile qui soit exposée à un risque grave. Ça ressemble beaucoup quand même à des attaques militaires, mais qui viendraient de pays occidentaux, où en Occident on fait vraiment attention, on essaye de faire attention entre cibles militaires et puis population civile, population non combattante. Et puis un dernier point qui a trait en fait à l'attaque que vous avez évoqué, Michel, au démarrage de la conversation, 60 à 70%. Là aussi, c'est intéressant. Parce que ça ressemble, si vraiment c'est Israël, ou en tout cas des officines de l'État israélien qui le disent, et il y a quelques senior officials du Pentagone dans un article du New York Times qui est des fois précédente, on peut évoquer qu'effectivement nos monoprédateurs, eh bien, ils viennent bien de quelque part. Eh bien là, vous voyez, c'est 60-70%, c'est pas la totalité. Dans le cadre d'un conflit avec beaucoup d'auxiliaires de l'Iran, on a parlé des Houthis dans le Flash Info, on sait qu'il y a le Hezbollah, etc. C'est une manière de dire, écoutez les gars, regardez ce qu'on est capable de faire, on en a encore un petit peu sous la pédale, nous poussez pas, mais nous aussi, on est capable de jouer avec nos moyens auxiliaires pour faire pression sur vous. Donc, dans le cadre de l'espèce d'escalade sans aller trop loin qui a lieu aujourd'hui entre l'Iran et Israël, et je le dis parce que même les moineaux, quelque part, le disent un petit peu dans certains de leurs communiqués sur Twitter, on sent bien que tout ça fait aussi partie d'une forme d'escalade. Oui, vous le sentez bien d'ailleurs. Ce conflit depuis le 7 octobre, il y a quand même des représailles aussi de l'Iran. Moi, j'ai envie de vous demander où on en est dans cette guerre 2.0. Est-ce que vous avez connaissance d'abord du côté israélien du niveau de capacité, des limites aussi que ces Israéliens peuvent avoir dans ce domaine de la cyberattaque, et de l'autre côté en Iran, l'Iran aussi a attaqué l'hôpital Ziv de Safed. Est-ce qu'ils peuvent aller aussi loin? Alors, on va prendre les deux cas. Donc effectivement, et ça c'est quelque chose dont on parle assez peu dans les médias, mais il y a une vraie guerre cyber entre des entités proches de l'État israélien, on va dire ça comme ça, et des entités très proches de l'État iranien. Bon. Et d'une certaine façon, ça s'est vraiment déclenché en fait au printemps 2020. Et ce qui s'est passé au printemps 2020, Léa, vous évoquez des attaques qui peuvent faire mal. Il y a une tentative apparemment de la part donc, de ces groupes qui viendraient de l'Iran d'aller remonter le niveau de chlore dans des usines de retraitement des eaux en Galilée. Bon. Avec l'idée là, si on fait monter le niveau de chlore, eh ben, c'est mauvais pour la culture évidemment, mais aussi impropre à la consommation. Et donc tout d'un coup, très dangereux pour les populations civiles. L'attaque, opérativement, elle a échoué. Néanmoins, les autorités israéliennes ont ressenti le besoin, d'une part, de protester, ce qui provient qu'il y avait un certain niveau de sophistication quand même de la part de l'attaque, même s'il a échoué, et puis après, potentiellement, de répliquer. Et donc, l'attaque contre les usines de retraitement des eaux usagées, ça avait lieu en avril 2020. 2 semaines plus tard, en mai 2020, c'est le terminal portuaire de Sheikh Raji à Bandar Abbas, là où passe près de 90% du trafic container de l'Iran, c'est-à-dire là où arrivent toutes les marchandises dont a besoin l'économie iranienne. Et bien tout ça, tout d'un coup, qui est totalement paralysé, avec une queue très très large de bateaux qui ne peuvent plus les charger, un nœud ferroviaire qui est complètement engorgé. Et donc là, d'une certaine façon, quelque chose d'assez saisissant, il faut le dire, parce que il a fallu en gros que 2 semaines de l'attaque à la réponse. Oui. Et il est très possible, ça c'est une hypothèse personnelle, que ces 2 semaines étaient prises parce qu'en même temps, il fallait négocier avec les Américains l'opportunité de faire cette attaque. Et ça veut dire que potentiellement, peut-être, des unités israéliennes, peut-être, tout ça un conditionnel total et un flou nécessaire, auraient leur liste de cibles sur lesquelles, s'ils sont pas contents, ils peuvent appuyer sur un bouton. Et ça, c'est assez sophistiqué comme capacité parce que normalement, c'est très dur à faire ce type d'attaque sophistiquée. Il faut prendre des semaines, voire des mois. Donc ça, c'est pour Israël. Et pour l'Iran, si vous me permettez de répondre rapidement, eh bien, il y a un réveil aussi, et les Iraniens ont été très frappés en fait de la première grande attaque cyber, et qui a d'ailleurs beaucoup marqué les esprits à l'international, qui est l'attaque cyber américano-israélienne
contre l'usine de retraitement d'enrichissement de l'uranium à Natanz qui a eu lieu entre 2007 et 2010. Et ça fait énormément réfléchir, mais pas uniquement l'Iran qui s'est dit waouh, il y a un truc là, il y a un nouveau système d'armes, il faut absolument que j'investisse là-dedans. Mais pour dire les choses, l'ensemble des armées occidentales et l'armée chinoise qui se sentaient confirmées dans les tentatives qu'elles faisaient, et pareil chez les Russes. Donc ça, c'était l'essor en fait de l'armement cyber. Ça date de cet épisode Stuxnet, pour dire son nom, Stuxnet, et qui a été révélé en fait au public et de manière générale aux chancelleries à partir de l'année 2010-2011. Bon. Et les Iraniens ont des activités, des capacités dedans, mais clairement pas au même niveau des Israéliens. Guy-Philippe Goldstein, restez avec nous. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après. Et on se retrouve dans la seconde partie de À contre-courant, toujours en compagnie de Michel Zerbib ce matin. Michel, on parle cyber-attaque, cyber-défense, cyber-puissance avec notre spécialiste. Il s'appelle Guy-Philippe Goldstein. Il est chercheur et consultant sur les questions de cyber-défense. Il est également enseignant à l'école de guerre économique à Paris et contributeur au journal académique de l'Institute for National Security Studies à Tel Aviv, et puis l'auteur de plusieurs livres, notamment Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle aux éditions Ballant, prix européen Cyber Award en 2021. Et puis ce roman, Babel, Minute Zéro, un roman qui aurait inspiré la politique cyber d'Israël. Alors nous sommes toujours avec vous, Guy-Philippe Goldstein. Michel, on parle de nucléaire en ce moment. Oui, Guy-Philippe Goldstein, c'est passionnant ce que vous nous dites depuis ce matin. On reste un instant pour une précision pour nos auditeurs sur l'Iran et notamment ses opérations très spectaculaires de guerre informatique. Vous en faisiez référence il y a quelques instants. Sur l'Iran notamment, ces attaques faites par Israël sur les centrifugeux, je crois, des programmes nucléaires iraniens. Est-ce que ça aussi, c'est une information qui est rentrée dans l'histoire, qui est vérifiée? Et est-ce que, selon vous, justement, cette action israélienne a retardé réellement et concrètement les efforts de Téhéran pour parvenir à une arme nucléaire militaire? Alors, effectivement, merci de mettre le focus là-dessus. L'épisode Stuxnet, qui est un épisode qui aurait démarré probablement en 2007 et qui aurait été actif jusque autour de 2010, est un épisode fondamental dans l'histoire de cette matière qui est un petit peu nouvelle, qui est celle de ces armes cyber et de la puissance que l'on peut en dégager. Alors oui, on peut dire que c'est relativement fondé en fait, parce que en réalité, les Américains eux-mêmes ont été obligés de communiquer par leur voie indirecte, à savoir le New York Times, mais aussi d'ailleurs des éditeurs de logiciels antivirus qui ont révélé certains détails techniques. Alors je le dis parce que quand on lisait certains des rapports, on lisait entre les lignes grâce à l'aide de X et Y personnes confidentielles, et on se posait la question, mais tiens, comment ils ont pu avoir tellement de détails, c'est qui cette personne confidentielle, blablabla. Bon. Là, donc voilà, c'est une façon, évidemment, pour les services de renseignement. Ils ont parfois leurs canaux privilégiés avec quand ils ont besoin de montrer les choses. Et pourquoi les Américains ont besoin de montrer les choses? Et d'ailleurs, ça s'est su, Stuxnet appartenait à une opération un peu plus large qui s'appelait Olympic Games, ok, et dont l'objectif était d'aller frapper certains des actifs industriels stratégiques les plus importants de l'Iran, non pas entre guillemets juste pour faire mal, mais pour essayer de forcer les Iraniens à leur montrer qu'il n'y avait pas d'autre issue possible que les négociations, qui est celle du JCPOA, qui a d'ailleurs abouti en 2015 avec la signature d'un accord entre les Occidentaux et les Iraniens. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est très fort donc avec cette arme cyber, c'est que ça, il n'y a pas eu que ça évidemment, il y a eu des sanctions, il y a eu d'autres choses, il y a aussi les menaces peut-être d'aller plus loin. Et d'ailleurs, il y avait un documentaire d'Alex Gibney paru en 2016 qui montrait qu'il y avait peut-être même une opération encore plus large, où au-delà juste de cette usine d'enrichissement de l'uranium, c'était eh bien un petit peu ce qu'on a vu avec nos fameux moineaux prédateurs, mais de façon très industrielle, à savoir l'électricité, les stations essence, des systèmes industriels qui pourraient être détruits via ces attaques cyber. Et ça donc, peut-être dans la première moitié des années 2010, ça n'a pas eu lieu parce que l'objectif de cet outil militaire
l'effet final recherché, comme on dit, c'était de contraindre les Iraniens à la négociation, ce qui est précisément le point où on a abouti. Mais donc, ça montre bien qu'une arme où il n'y a pas eu de dommages collatéraux, pas de morts civiles, Dieu merci, ni de blessés, et en plus, il a été très dur quand même d'être clair et sûr de savoir qui était vraiment derrière, parce qu'on évoque les Israéliens, en fait, il y a aussi beaucoup les Américains, hein, sachant qu'on a appris après coup qu'il y avait certains de ces silos de ces centrifugeuses de type paysan qui a été utilisé par les Iraniens, qui a été recréé dans certaines universités aux États-Unis, ça probablement pour voir comment attaquer de l'intérieur de la façon la plus sophistiquée. Donc il y a eu les Américains, il y a eu les Israéliens, et on sait aussi que probablement il y a eu les Occidentaux qui, comme d'habitude, veulent se taire un petit peu dans leur participation là-dessus. Mais il est possible que les Allemands, les Anglais, les Français aient aussi à leur façon aidé à la participation de cette opération. Ouais. Alors revenons pour refermer cette émission dans le conflit actuel en Israël. On dit, on parle de cyberattaque, mais il semblerait que la cyberattaque soit impuissante pour repérer les otages. Ils sont dans les tunnels, le Hamas est dans le tunnel, n'utilise pas de téléphone portable, etc. Donc là, la cyberattaque ne peut rien, n'est-ce pas? Alors, disons que les choses sont plus compliquées parce que effectivement, le Hamas, peut-être bien entraîné par le Hezbollah et derrière par l'Iran, ont développé une sécurité opérationnelle potentiellement à l'épreuve des faits. Et ça, c'est ce que l'on voit avec la surprise terrible du 7 octobre. Néanmoins, là encore, je vais mettre beaucoup de bémols. Parce que ce que l'on voit désormais dans la presse israélienne depuis maintenant quasiment, enfin en tout cas depuis au moins un mois, c'est qu'en réalité, donc l'unité des gens dans l'unité d'interception des signaux, donc une des unités cyber très importantes, l'unité 8200, eh bien avait effectivement intercepté les signaux électroniques qui leur a permis de voir qu'effectivement quelque chose de grave se passait. Et donc là, je serai à nouveau très prudent et on attendra les commissions d'enquête. Parce que soit effectivement la sécurité opérationnelle du Hamas était impeccable et auquel cas on ne savait pas, mais c'est pas exactement l'histoire qui est en train de se dessiner aujourd'hui. On a plutôt l'impression qu'en réalité les militaires israéliens avaient la plupart des informations nécessaires à leur disposition, y compris celles interceptées par l'unité 8200, mais pas que, et qu'en réalité, comme ça s'est vu dans l'histoire militaire, c'est la même chose avec les Américains et Pearl Harbor, qui avaient également tous les signaux et toutes les informations que les Japonais étaient sur le point d'attaquer. Mais là, il y a quelque chose, et c'est important à noter, du domaine de l'esprit humain, où toute la technologie du monde, si à l'intérieur d'un corps d'officiers, il n'y a pas l'agilité intellectuelle de se dire, ils vont attaquer, et pas avec des petites unités comme ils le font d'habitude, mais peut-être avec plus de 2000, 3000 militants, je ne sais pas utiliser le terme de soldats, mais donc quasiment une brigade qui va attaquer, ce que vous voulez dire, du monde, vous n'avez pas la culture. C'est ça. Ce que vous voulez dire, il n'y a pas de défaillance technique, il n'y a pas de défaillance des renseignements, mais il y a une défaillance peut-être du facteur humain. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez dire? C'est exactement ça. Et en tout cas, c'est ce qu'on va creuser une fois qu'il y aura les commissions d'enquête et il faut le faire. Et ça s'est vu dans l'histoire. Et encore une fois, Pearl Harbor, c'est un exemple flagrant de ça. Michel, on refait. Oui, merci Guy-Philippe Goldstein d'avoir été avec nous. C'était passionnant. On rappelle que vous êtes non seulement consultant et vous parlez de ces choses avec beaucoup de pénétration, mais vous êtes également, et de passion, vous êtes également romancier. Et ça, c'est important aussi, le roman, comme possibilité de transmettre aussi un certain nombre d'informations et parfois de se permettre de rêver. Léa, on se retrouve demain dans À contre-courant, un nouveau numéro où on parlera peut-être cette fois-ci des chrétiens, des catholiques, de façon plus générale. Merci Michel et à demain.